Il existe une règle non écrite en alpinisme. Lorsqu'il est temps de revenir en arrière, il faut revenir en arrière. Toujours. À des altitudes où les avions volent en dessous de vous, il n'y a pas de seconde chance et l'aube peut ne jamais se lever. 3 alpinistes britanniques ont enfreint cette règle une fois en mai 1999. Ce qui s'en est suivi a changé leur vie à jamais et est entré dans l'histoire de l'alpinisme nord-américain comme un rappel de l'étroitesse de la frontière entre le triomphe et la tragédie. Le Denali n'est pas seulement une montagne, c'est le colosse qui couronne la chaîne de l'Alaska, dont le sommet de 6200 mètres règne sur l'Amérique du Nord en tant que seigneur incontesté des hauteurs. Les Athabascans locaux l'appellent la Grande Montagne, un nom qui a changé par rapport à son ancien nom, le mont McKinley, pour refléter non seulement sa supériorité physique, mais aussi son pouvoir sur la vie de ceux qui osent le défier. Contrairement aux géants de l'Himalaya dont la réputation repose sur l'altitude pure, le Denali a forgé sa renommée dans les feux de la brutalité arctique. Cette montagne est située à seulement 160 km du cercle polaire, ce qui rend son climat impitoyable. En hiver, les températures chutent régulièrement à 45 degrés et des coups de vent atteignant 112 km/h font de chaque parcelle de peau exposée une victime potentielle d'engelure. Même en été, au plus fort de la saison d'escalade, le temps peut passer en quelques heures d'une douce accalmie à une féroce tempête. Entre la première ascension en 1913 et 2006, le Denali a coûté la vie à 96 personnes. Statistiquement, cela signifie qu'environ un alpiniste sur 300 qui a posé le pied sur ces pentes n'en est pas revenu. Les principales causes de décès ne sont ni les avalanches, ni les chutes, mais un trio insidieux, le mal de l'altitude, l'hypothermie et les gelures. Dans l'air raréfié au-dessus de 4200 mètres, le corps humain commence à se détériorer rapidement. Les poumons s'emparent avidement de l'oxygène, le cerveau perd de sa clarté et le corps refuse progressivement d'obéir aux ordres. Il existe plusieurs voies d'accès au sommet du Denali, mais la plupart des alpinistes empruntent la voie relativement simple du contrefort ouest. Seuls quelques alpinistes s'aventurent sur l'itinéraire techniquement difficile de la côte ouest. Alors que West Buttress est une autoroute de montagne très fréquentée, avec des campements établis et des sentiers bien tracés, West Rib est un sentier solitaire réservé à quelques privilégiés. Ici, les murs de glace abrupts avec des pentes allant jusqu'à 50 degrés sont remplacés par des arêtes étroites où chaque pas exige une concentration absolue. Sur 5 km, l'itinéraire gagne une altitude incroyable de 3600 mètres, c'est presque comme si l'on grimpait une échelle verticale vers le ciel. C'est cet itinéraire, le West Rib, que l'équipe britannique a choisi lorsqu'elle est arrivée en Alaska en mai 1999. Ils ne pouvaient pas savoir que leur ascension allait non seulement tester les limites de l'endurance humaine, mais aussi être le point de départ de l'un des sauvetages les plus impressionnants de l'histoire du Denali. Pour Steve Ball, un alpiniste de 42 ans originaire de Skipton, en Angleterre, l'ascension du Denali devait être le prochain sommet de son impressionnante carrière. Grand, avec des rides autour des yeux dues aux années passées sous le soleil de la montagne, Steve était un exemple classique de leader, calme, judicieux et expérimenté. L'ascension du Denali était pour lui un point culminant, un moyen de prouver que même à 42 ans, il pouvait s'attaquer à l'un des itinéraires les plus difficiles d'Amérique du Nord sur le plan technique. Son partenaire, Anthony Hollingshead, 33 ans, avait une force physique que beaucoup lui enviaient. Doté d'une forte carrure et d'un sourire franc, il était un lien fiable, capable de désamorcer les situations tendues et n'hésitant pas à prendre les charges les plus lourdes. Son amitié de longue date avec Steve a créé un équilibre parfait. Là où Steve planifiait, Anthony exécutait. Le troisième participant était Nigel Vardy, 29 ans, pour qui Denali représentait son premier véritable défi en haute altitude. Mince, au mouvement énergique, il possédait les compétences nécessaires pour effectuer des ascensions difficiles, mais n'avait jamais grimpé à de telles hauteurs auparavant. Pour lui, l'expédition était l'occasion de prouver qu'il était digne de se tenir aux côtés des meilleurs grimpeurs britanniques. L'idée de conquérir le Denali est née lors d'un dîner chez Anthony au cours de l'hiver 1998. Nigel a été découragé par la suggestion soudaine de Steve. « Et si nous allions en Alaska l'année prochaine pour escalader le McKinley ?» Avant même de réaliser l'ampleur de ce qui l'attendait, il avait déjà accepté. Le choix de l'itinéraire, la côte ouest au lieu du contrefort ouest classique, reflétait l'ambition de l'équipe.
Tout le monde n'aurait pas osé s'aventurer sur un itinéraire où les pentes de glace abruptes alternent avec des arêtes vives et des crevasses profondes, mais pour ce trio, la difficulté faisait partie de l'attrait. Le 3 mai 1999, un petit avion descend sur le glacier de Kailtna à 2200 mètres d'altitude. Steve, Anthony et Nigel posent le pied sur la neige scintillante et l'abîme vertical du Denali leur apparaît pour la première fois dans toute sa beauté. Il leur reste 17 km de glaciers et de crevasses à parcourir avant d'atteindre le pied de la côte elle-même. Les 17 jours suivants se sont fondus dans un rythme continu. Grimper, installer le camp, s'acclimater, grimper à nouveau. Ils portaient chacun 54 kg de matériel. Ils transportaient de la nourriture pour 25 jours, des tentes, des sacs de couchage, des brûleurs, du matériel d'alpinisme, tout ce dont ils avaient besoin pour survivre dans des conditions extrêmes. Le voyage du camp de base jusqu'au pied de la côte ouest était un défi en soi. Le glacier de Kailtna était un labyrinthe de crevasses cachées où l'équipe se déplaçait en paquets. Au 10e jour de l'ascension, ils avaient atteint une altitude de 4200 mètres. Ici, l'air ne contient que 60% de l'oxygène présent au niveau de la mer. Après 2 jours d'acclimatation, ils sont passés à la partie la plus difficile de l'itinéraire sur le plan technique. La pente moyenne atteint ici 45 à 50 degrés et les pentes de glace abruptes nécessitent l'installation de lignes de vie. Steve a commencé par couper les marches. Anthony le suit et Nigel, impressionné par la difficulté du terrain, apprend soigneusement leur technique. Le 18 mai, après 17 jours d'escalade épuisante, l'équipe établit son camp à 4900 mètres d'altitude. Le bulletin météorologique promet un temps relativement calme, des vents légers et un peu de neige au sommet. Steve, toujours méthodique, fait une suggestion qui lui sera fatale plus tard. Vite en haut, vite en bas. Laissons tout le matériel inutile ici et partons léger. L'idée est séduisante. Sans les lourds sacs à dos, ils peuvent aller beaucoup plus vite, atteindre le sommet et revenir avant la nuit. De plus, les prévisions sont favorables. Ce soir-là, Steve remarqua une rougeur sur la joue de Nigel. « Tu n'as pas mis de crème solaire sur ton visage aujourd'hui ?» demande-t-il avec inquiétude. Nigel admet qu'il a oublié, une petite erreur qui, à cette altitude, peut avoir de graves conséquences. « Assure-toi d'en mettre demain », insiste Steve. Mais ni lui ni Nigel n'auraient pu deviner à quel point cet avertissement allait s'avérer prophétique. Le plan était simple, partir à l'aube en laissant au camp leur tente, leur sac de couchage, de la nourriture supplémentaire et un brûleur à neige. Ils ont emporté le strict minimum, quelques barres énergétiques et 2 bouteilles d'eau chacun. Aucun d'entre eux n'avait fixé d'heure de retour précise, une autre décision cruciale. Dans l'excitation d'atteindre le sommet, ils avaient perdu de vue la règle de base de la haute montagne. Toujours savoir quand faire demi-tour, quelle que soit la proximité de l'objectif. Le 19 mai 1999, à 8 h du matin, 3 Britanniques entament leur ascension depuis une altitude de 4900 mètres. La journée est sans nuages, le soleil se reflétant avec éclat sur la surface enneigée. Avec un équipement minimal et des forces fraîches, après une nuit de repos, ils espèrent parcourir rapidement les 1300 mètres qui les séparent du sommet. Nigel, contrairement à l'avertissement de Steve de la veille, avait encore oublié d'appliquer de la crème solaire sur son visage, ce qui allait bientôt s'avérer un sérieux problème. Les premières heures de l'ascension se sont bien déroulées, mais la vitesse a été beaucoup plus lente que prévu. L'air raréfié et les pentes raides ont épuisé leurs forces, même sans sac à dos lourd. À 17h30, ils n'avaient atteint que 5730 mètres, où ils rencontrèrent Jack Tuckle, un alpiniste indépendant qui descendait après un voyage d'acclimatation. Tuckle constate avec consternation la lenteur de leur progression et le fait qu'ils ont dévié vers la droite de l'itinéraire optimal, choisissant une section plus raide et plus difficile. Malgré ses inquiétudes quant à l'heure tardive, Steve affirme avec confiance son intention d'atteindre le sommet et de revenir, en soulignant la légèreté de leur équipement. Tuckle passe environ une demi-heure avec eux à discuter de l'itinéraire et de la météo. Les conditions étaient relativement calmes à ce moment-là, mais des nuages lenticulaires se formaient déjà à l'horizon, à l'ouest, signe indubitable d'une tempête imminente. Malgré l'alerte météo, l'équipe décide de poursuivre son ascension. Prenant note de leur lenteur et de l'absence de matériel de bivouac, Tuckle a fait part de ses inquiétudes aux rangers du camp de base pendant la descente. À 20 h, lorsque l'équipe a atteint une altitude de 5970 mètres connue sous le nom de terrain de football, un plateau plat près du sommet, les conditions se sont considérablement détériorées.
Les vents ont atteint 112 km à l'heure et les températures ont chuté à 45 degrés C. Une brume blanche a enveloppé le sommet. Une brume blanche enveloppe le plateau, réduisant la visibilité à presque zéro. La situation se détériore rapidement. Le coup de soleil sur le visage de Nigel, maintenant exposé au froid brutal et au vent, commence à gonfler. Son œil gonfle peu à peu, limitant sa visibilité. Steve a montré les premiers signes d'hypothermie, des frissons incontrôlables et des difficultés à penser. Lorsqu'ils vérifient leur bouteille d'eau, ils constatent que l'eau est gelée. Sans brûleur pour faire fondre la neige, ils courent un risque sérieux de déshydratation, ce qui est extrêmement dangereux à cette altitude. Tenter de continuer vers le sommet devenait mortellement risqué. Conscient du danger, le trio a commencé à naviguer à la boussole, en essayant de trouver un abri contre le vent impitoyable. La visibilité dans la tempête était si faible qu'ils pouvaient à peine se voir à quelques mètres de distance. La chance leur a souri vers 23h lorsqu'ils sont tombés sur une profonde crevasse de neige. À l'aide de piolets, ils ont élargi l'entrée, créant ainsi un petit abri contre le vent. L'abri n'apportait pas vraiment de chaleur, mais il les protégeait du vent violent, leur donnant un répit bien nécessaire. Dans l'espace restreint de la crevasse, Anthony remarqua que le visage de Nigel était très enflé. Son œil droit est presque complètement fermé et sa joue a pris une couleur livide peu naturelle, signe de graves engelures. Steve est lui aussi en mauvais état. Malgré sa force physique et son expérience, son corps ne pouvait pas faire face au froid extrême sans pouvoir se réchauffer. Les mots de Steve disant qu'il avait besoin de leur aide ont sonné comme un signal d'alarme pour Anthony et Nigel. Au cours de toutes leurs années d'escalade ensemble, ils n'avaient jamais demandé d'aide. Anthony, qui est le plus en forme des trois, prend le rôle de soigneur. Il partage sa chaleur corporelle, essayant de garder Steve au chaud, et vérifie régulièrement l'état de Nigel. La nuit semble interminable, personne n'arrivant à dormir à cause du froid et de l'anxiété. Conscients de la gravité de la situation, ils ont pris la décision difficile d'utiliser une radio CB pour signaler leur détresse. Pour les alpinistes expérimentés, habitués à ne compter que sur eux-mêmes, il s'agissait d'une reconnaissance de la gravité de leur situation. À 3h le 20 mai, un faible signal est parvenu au camp de base. En raison de la faiblesse de la batterie, la communication se limite à une série de clics. C'était sans possibilité de communication vocale. Le camp de base a répondu que le sauvetage ne commencerait pas avant l'aube en raison des conditions météorologiques. Au matin du 20 mai, l'état de Steve s'est amélioré grâce aux soins d'Anthony. La tempête s'est légèrement affaiblie et la visibilité s'est améliorée. Dans un moment de clarté, ils ont pu voir le sommet qui semblait si proche. Anthony propose d'aller un peu plus haut et d'évaluer la situation, notant qu'ils ont déjà lancé un appel de détresse mais qu'ils se sentent mieux maintenant. Ils ont marché un peu plus haut pour évaluer la situation. La proximité du sommet les attire, mais un coup d'œil au visage tuméfié de Nigel leur fait prendre conscience de la gravité de la situation. Anthony insiste sur la nécessité de descendre Nigel et Steve est d'accord. Leur rêve éphémère du sommet s'est évanoui face à la réalité. En se préparant à redescendre, Nigel se prend accidentellement le coude dans la radio qui glisse le long de la pente et tombe. Bien qu'ils parviennent à retrouver l'appareil, celui-ci est endommagé et leur seule communication avec le monde extérieur est coupée. La descente commence difficilement. Nigel, les yeux presque complètement fermés et le visage gravement gelé, a du mal à coordonner ses mouvements. Anthony l'aide et Steve marche en tête, choisissant l'itinéraire le plus sûr. Vers 4h30 du matin, Nigel glisse et entraîne ses compagnons dans sa chute. Ils ont glissé sur près de 90 mètres dans la pente avant de pouvoir s'arrêter à l'aide de piolets. Heureusement, personne n'a été grièvement blessé, mais l'incident a mis en évidence le danger de leur position. Steve, après avoir évalué la situation, a pris la décision difficile de descendre seul le contrefort ouest pour trouver d'autres alpinistes et organiser l'aide. C'était leur seule chance d'être secourus. Anthony s'interroge sur la certitude de cette décision, se rendant compte de son altruisme. Steve leur a assuré que tout irait bien et a entamé la descente à 13h30. En choisissant la voie du contrefort ouest, plus populaire, il espérait rencontrer d'autres alpinistes, mais le temps s'est à nouveau dégradé, réduisant la visibilité à presque zéro. Dans la précipitation et en désespoir de cause, Steve a décidé de descendre par la goulotte de glace sans assurance, pensant que c'était l'itinéraire le plus rapide. L'erreur fatale s'est produite lorsque la glace sous ses pieds s'est fissurée. Steve a perdu l'équilibre et a commencé à glisser de manière incontrôlée. La chute s'est poursuivie sur plus de 335 mètres jusqu'à ce qu'il s'arrête,
souffrant d'une fracture ouverte de la jambe gauche et de multiples blessures. Allongé sur la neige, un os dépassant de ses vêtements déchirés, il est pris au piège, trop blessé pour bouger, trop loin de l'itinéraire pour être facilement détecté. La température continue de chuter et les chances de sauvetage s'amenuisent d'heure en heure. Le 20 mai à l'aube, le temps s'est légèrement amélioré, mais pour les 3 alpinistes britanniques, séparés à plus de 5200 mètres d'altitude, ce n'est qu'une maigre consolation. Au camp de base de Kailtna, le commandant de l'opération, J.D. Swede, reçoit un appel d'alarme aux premières heures de la matinée. L'appel de détresse, relayé par l'équipe la veille, a déclenché l'une des opérations de sauvetage les plus complexes de l'histoire de Denali. À 8h30, un avion de transport militaire LC-130 a décollé d'Anchorage et a commencé à patrouiller dans la zone sinistrée pour tenter d'obtenir des informations plus précises sur la localisation des alpinistes. Dans le même temps, le service des parcs nationaux a mobilisé des équipes de secours et a prévenu le centre de coordination des secours. À 11h22, un petit avion Cessna avec un ranger à bord, piloté par Jay Hudson, tourne autour de la zone à une altitude de 5800 mètres et repère 3 personnes, 2 debout et une allongée. En raison de fortes turbulences, le pilote a été contraint de descendre et d'atterrir au camp de base. Mais une information précieuse a été obtenue. Au moins, les alpinistes étaient en vie. Pendant ce temps, Anthony et Nigel sont restés seuls à 5800 mètres d'altitude, sans communication et avec des réserves de nourriture et d'eau limitées. L'état de Nigel se détériore d'heure en heure. Son visage était tellement enflé qu'il avait presque perdu la vue et les engelures sur ses mains et ses pieds devenaient de plus en plus graves. Anthony, malgré ses propres mains gelées et son épaule meurtrie, a continué à soutenir son compagnon, l'aidant à se déplacer et à garder le moral. Ils ignoraient qu'un hélicoptère Lama à haute altitude basé au camp de Kailtna avait déjà tenté de les rejoindre. Tout au long de la journée, l'hélicoptère, piloté par l'expérimenté Jim Hood, est monté à plusieurs reprises jusqu'à leur position, mais a dû à chaque fois rebrousser chemin en raison de turbulences extrêmes et d'une visibilité limitée. Une équipe de secours au sol, composée de 5 alpinistes, a également commencé à monter depuis le camp situé à 4300 mètres d'altitude pour venir en aide aux personnes en détresse. Ils ont emporté du matériel médical, de la nourriture, de l'eau et des vêtements chauds. La situation de Steve devenait critique. Il se trouvait à environ 5200 mètres d'altitude, gravement blessé, loin de tout itinéraire et pratiquement invisible pour les avions de recherche. En essayant de se déplacer avec une fracture ouverte du tibia, il ne faisait qu'aggraver son état. Surmontant la douleur, il tente de remonter la pente glacée où il vient de tomber, en s'aidant de sa jambe droite à laquelle est attaché un chat. Mais chaque mouvement lui procure une douleur insupportable et l'os de sa jambe gauche grince à chaque pas. À un moment donné, le chat attaché à sa jambe droite a glissé, ce qui l'a renvoyé en bas de la pente et a aggravé la blessure de sa jambe gauche. Steve s'est alors rendu compte qu'il était inutile d'essayer de se déplacer par ses propres moyens. Sa seule option était de rester sur place et d'espérer être retrouvé. Pour augmenter ses chances d'être retrouvé, il commença à donner des coups de sifflet de temps en temps, mais le son de ces coups de sifflet était presque entièrement absorbé par la vaste étendue de la montagne. Dans la soirée du 20 mai, l'opération de sauvetage a fait d'importants progrès. Après la 5e tentative, l'hélicoptère de la Lama a pu livrer un paquet de matériel de survie à une altitude de 5940 mètres à 22h19. Le colis contenait de nouvelles radios, de la nourriture, un sac de couchage et des médicaments. À 22h50, une communication radio-vocale a été établie permettant aux sauveteurs d'évaluer l'état de Nigel et d'Anthony. Il est apparu que Nigel était dans un état critique, souffrant de graves gelures au visage et aux mains, ainsi que d'une grave perte de coordination. Anthony souffrait également de gelures aux mains et d'une contusion à l'épaule droite, mais son état était plus stable. Ils ont également signalé que Steve s'était séparé du groupe à 13h30 avec l'intention de descendre par la voie du contrefort ouest. Après évaluation de la situation, il a été décidé de procéder à une évacuation en utilisant la technique du court-courrier qui consiste à suspendre les victimes à un câble sous l'hélicoptère. Cette technique est extrêmement dangereuse à cette altitude en raison de l'air raréfié et des vents imprévisibles, mais il n'y avait pas d'autres options pour une évacuation rapide. À 23h23, Nigel a été attaché à un harnais spécial appelé God Ring et transporté avec succès jusqu'au glacier du camp de base. Un voyage vertigineux de 5 minutes par câble sous un hélicoptère dans le ciel nocturne de l'Alaska. Peu après minuit, Anthony a également été évacué de la même manière.
Au sol, ils ont immédiatement fourni au sauveteur des informations sur Steve, son itinéraire et son état de santé, avant d'être envoyés à l'hôpital Providence Medical Center d'Anchorage. Tous les efforts des sauveteurs se concentrent désormais sur la recherche du troisième membre de l'expédition. Le lendemain matin, 21 mai, plusieurs équipes de secours quittent le camp situé à 4300 mètres d'altitude à la recherche de Steve. À 11 h, un avion décolle de Talkeetna pour effectuer une recherche aérienne de tous les itinéraires possibles pour sa descente. Malgré plus de 20 survols de la zone, les pilotes ne parviennent pas à localiser Steve. Parallèlement aux recherches aériennes, l'équipe au sol passe méthodiquement au peigne fin l'itinéraire du West Buttress. Après des heures de recherche dans des conditions extrêmes, ils parviennent enfin à localiser Steve en dessous du col de Denali. À la surprise des sauveteurs, après avoir passé 15 heures dans le froid avec une fracture ouverte, il était toujours conscient, bien que souffrant d'hypothermie sévère. L'équipe a immédiatement prévenu le camp de base et l'hélicoptère de la Lama a commencé à se préparer à une nouvelle évacuation difficile. Le pilote a estimé que l'endroit où se trouvait Steve ne se prêtait pas à un atterrissage et a d'abord largué des vivres avant de retourner au camp de base pour élaborer un nouveau plan. La décision a été prise d'effectuer une autre opération sur une courte distance. À 17h17, Steve a été ramené au camp de base en toute sécurité dans un système de transport spécial appelé Bowman Bag. De là, il a été immédiatement envoyé au centre médical d'Anchorage où ses camarades avaient été emmenés plus tôt. L'opération de sauvetage à 5940 mètres d'altitude est un record nord-américain et une démonstration de la compétence exceptionnelle des pilotes et des sauveteurs du National Park Service qui ont travaillé dans les conditions les plus défavorables aux limites des capacités humaines et matérielles. Pour les 3 alpinistes britanniques, l'épreuve ne faisait que commencer. Après 2 semaines de soins intensifs en Alaska, Steve a été envoyé au Royaume-Uni où il devait passer 6 mois à l'hôpital suivi de 2 ans de rééducation. En raison de graves gelures, il a dû être amputé de tous les doigts de la main gauche et du pouce de la main droite, du milieu de la paume de la main gauche, de la jambe gauche au-dessous du genou et du pied droit jusqu'au milieu. Il a également été légèrement blessé au nez. Anthony et Nigel ont également subi de graves gelures. Anthony a perdu 2 doigts et Nigel tous ses doigts et orteils. Nigel a également dû subir des greffes de peau pour réparer sa joue et son nez. Des années de rééducation physique et psychologique ont changé les 3 alpinistes, mais n'ont pas brisé leur esprit. Nigel Vardy, après avoir perdu tous ses doigts et ses orteils, a fait de sa blessure une source de force, devenant un conférencier motivant et l'auteur de Hans Bitten. Son histoire est une source d'inspiration pour les gens du monde entier, car elle montre que même les défis les plus difficiles peuvent être surmontés. J'ai pu me rendre dans de nombreux endroits du monde après tout ce qui s'est passé, y compris dans l'Arctique et dans l'Himalaya. Je grimpe simplement un peu plus lentement, explique Nigel, dont la force d'âme lui a permis non seulement de reprendre une vie active, mais aussi de continuer à faire ce qu'il aime, l'alpinisme. Steve Ball, malgré ses multiples amputations, a lui aussi repris une vie active. Il n'a pas cessé de faire du sport, continuant à courir, à faire de la randonnée, de l'escalade, de l'alpinisme, du snowboard et du ski. Pour lui, la montagne reste une source de joie et de défis qu'il n'a pas l'intention d'arrêter, malgré ses limitations physiques. Anthony Hollingshead, qui a perdu 2 doigts, reste en contact avec ses compagnons d'expédition. Steve m'a demandé si nous voulions y retourner et réessayer. Et j'aime à penser qu'un jour, nous organiserons une nouvelle expédition. Peut-être tous les 3, dit-il, faisant preuve d'un esprit d'aventure inextinguible que même la tragédie du Denali n'a pas réussi à briser. L'incident de 1999 a eu un impact non seulement sur la vie des personnes directement concernées, mais aussi sur la communauté des alpinistes dans son ensemble. Il a mis en lumière les dangers d'une approche facile de l'escalade sur des itinéraires techniquement difficiles et au climat rigoureux comme la côte ouest. Après cet incident, les gardes du National Park Service ont commencé à mettre l'accent sur la formation des alpinistes, en insistant sur la nécessité de disposer d'un équipement d'urgence complet, y compris des réchauds à neige et du matériel de bivouac, même pour les ascensions d'une journée. L'altitude record de l'opération de sauvetage a également influencé le développement des techniques de sauvetage en haute altitude, confirmant l'efficacité des hélicoptères Lama et des techniques de courte distance dans des conditions extrêmes. En 2024, 25 ans après la tragique ascension, Nigel Vardy est retourné au Denali avec une équipe de tournage de documentaires. Ce voyage marque symboliquement la fin de la boucle. Un homme qui a failli perdre la vie sur les pentes de cette montagne est revenu pour faire face à ses souvenirs et à ses peurs.
J'ai perdu mes doigts, mais pas ma passion pour la montagne, déclare Nigel, dont l'histoire témoigne de l'incroyable force d'âme qui permet aux gens non seulement de survivre, mais aussi de s'épanouir après avoir relevé les défis les plus difficiles. Pour Steve, Anthony et Nigel, les événements de mai 1999 n'ont pas marqué la fin, mais un nouveau départ. L'histoire non pas d'une défaite, mais du triomphe de la volonté humaine sur des obstacles apparemment insurmontables. Leur expérience rappelle à tous les alpinistes qu'à des altitudes où les avions volent en dessous de vous, les décisions ont des conséquences irréversibles et que la préparation et la prudence sont plus importantes que les ambitions les plus audacieuses. L'histoire de Steve, Anthony et Nigel nous fait réfléchir à la frontière ténue entre le courage et l'imprudence, entre la passion de la montagne et le prix qu'il faut parfois payer pour cette passion. Qu'est-ce qui pousse les gens à revenir encore et encore sur les sommets les plus dangereux du monde, même après avoir regardé la mort en face ? Le moment de triomphe au sommet vaut-il les risques encourus par les alpinistes ? Et si Nigel et Steve, après avoir perdu des doigts et des membres, sont toujours retournés en montagne ? Cela signifie-t-il que la véritable passion ne connaît pas de barrière, ou s'agit-il d'une forme d'obsession que nous romançons trop souvent ? Ou peut-être pouvons-nous tous trouver dans cette histoire quelque chose d'important pour nous ? Un rappel que la véritable force d'âme ne réside pas dans l'absence de chute, mais dans la capacité à s'en relever. Si vous avez apprécié cette histoire de survie dans les conditions les plus extrêmes, donnez-lui un like et abonnez-vous à la chaîne. D'autres histoires passionnantes de personnes qui ont défié les éléments et se sont défiées elles-mêmes vous attendent. Prenez soin de vous et à bientôt dans les prochains épisodes.